Merci beaucoup, bonsoir. Je vais vous lire le début du roman. J'écris deux textes ici à Lavigny, un que je viens de commencer et un que je suis en train de terminer, j'espère. Et ça s'intitule Matière pour l'instant. Mais d'abord, j'aimerais aussi remercier Sophie et la Fondation pour ces 4 semaines de résidence qui me sont vraiment précieuses. Et dire aussi que je suis très heureux de partager ce mois avec Claudine, Heather, Tarek et Ez. La grande salle est plongée dans la pénombre. Milo entre et s'approche des seules sources de lumière, des vitrines disposées le long des murs. Il frôle les corps des autres personnes qui visitent l'exposition. L'air porte leur souffle, leur chuchotement, les bruissements de leurs vêtements et les déclics de leurs appareils photo. Milo a marché vite et son visage est rouge. Il se penche en avant, ouvre la bouche. Il aperçoit son reflet, grand, maigre, yeux bleus foncés, long nez, cheveux clairs de tailles irrégulières. Puis son regard se dirige vers l'intérieur des vitrines. Une éprouvette remplie d'un liquide noir et visqueux est placée juste à côté d'une petite voiture en plastique et d'un bikini. Plus loin, un masque en métal brillant, millénaire, impassible. Une carte mère à côté d'une batterie de téléphone, une feuille d'érable séchée, des grains de maïs, un bouchon de liège. Une boîte scellée et étiquetée du symbole de la radioactivité. Un petit tas de sable, un blister de médicaments, une lame de rasoir. Un diamant, un crayon, une pelette empaillée. Des substances, parfois troubles, des objets, mis en scène sous les spots, comme s'ils étaient toujours en train d'émerger de la nuit. Milo se déplace d'une vitrine à l'autre. Son reflet qui apparaît et disparaît sur le plexiglas exprime un mélange d'émerveillement et d'effroi. À côté d'un morceau de pierre lunaire est exposée une fiole qui a l'air vide. En réalité, elle est remplie d'eau. Le regard de Milo s'attarde sur son subtil miroitement. Dehors, le soir de février tombe sur la ville et d'autres spots éclairent sur la façade du Metropolitan Museum la grande banderole de l'exposition temporaire L'art des éléments. La foule s'éparpille sur les marches et le long de la 5e avenue. Un bus passe en vrombissant. Sous une pluie légère, Milo s'approche d'une petite roulotte et tend à la vendeuse un billet en échange d'un gobelet fumant. Il se remet en marche sur le bitume, beaucoup plus lentement qu'en arrivant. L'air un peu absent, il souffle sur le récipient en polystyrène qui réchauffe le creux de sa main. La vapeur disparaît brièvement pour reprendre aussitôt sa place, comme une question lancinante. Un an plus tard, Milo est assis sur un rebord de fenêtre, les pieds sur l'escalier de secours. Derrière lui, au milieu de la pièce, 2 sacs à dos ventrus sont appuyés l'un contre l'autre. Les draps de lit sèchent, l'armoire murale est presque vide. Le studio du Lower East Side n'a jamais été aussi propre depuis qu'il s'y est installé il y a 18 mois. L'étudiante à qui son père l'a loué pour le prochain semestre arrive dans 2 jours. Lui, il sera en Équateur. Le plus gros des 2 sacs est un modèle de randonnée qu'il a emprunté à son ami Lorenzo il y a des années et ne lui a jamais rendu. Son tissu synthétique est vert foncé et mauve. Il a 2 grosses poches latérales, un rembourrage dorsal en mousse noire qui recouvre 2 tiges parallèles en métal, 2 larges oreilles au niveau des hanches et des sangles partout. Il est plein à craquer et une casquette est posée dessus. Cela lui donne un air d'aventurier obèse. Le plus petit sac est orange et brun. Il a des bretelles épaisses, 3 poches extérieures à fermeture éclair et 2 filets latéraux pour y glisser une gourde ou un parapluie compact. Il est encore ouvert. La poignée d'une sacoche d'appareil photo noir en dépasse.
Ce serait le moment idéal pour allumer une cigarette, mais Milo ne fume pas. Il observe le mur du bâtiment d'en face. À bien regarder, il n'y a pas deux briques qui aient la même couleur. Brune, rouge, ocre, rouille, rose, orange, noir. Les briques sont séparées par d'épaisses couches de ciment et forment un damier qu'on dirait peint. On trompe l'œil. C'est la fin janvier, il pleuvine. Milo observe les autres façades, blanchies à la chaux ou peintes en saumon, les échelles de fer, les citernes sur les toits, les portes rouges et concaves qui mènent aux cages d'escalier, les paraboles tordues, les câbles, les chaîneaux, les boîtes métalliques et les systèmes de climatisation encastrés dans les fenêtres, les bacs à fleurs vides, les graffitis, les bâtiments plus hauts et plus lointains, la grande tour de verre en construction plus au sud. Le bourdonnement des ventilateurs remplit la cour intérieure. Une sirène passe, un bruit de moteur. Une tourterelle vient se percher sur la rambarde qui longe le toit de l'immeuble en briques. Après quelques secondes, elle laisse échapper un roucoulement, lent et très doux. Milo sourit et regarde encore. L'exposition permanente des éléments. Le territoire qu'il a commencé à explorer, l'histoire qu'il veut raconter. Tout ce qui est devant lui, derrière lui, sur lui, sous lui, tout autour de lui, a une origine, un parcours unique et précis. Tout, avant d'avoir été fondu, concassé, transformé, reconfiguré, collé, cousu, lissé, moulu, provient des ressources de la terre. Vêtements, sac à dos, canapé, fenêtres, briques, peintures, maisons, gratte-ciel, rues, trains, moteurs et villes, 785 km² et 104 étages de ville sont, autant que la tourterelle, autant que le corps de Milo, la nature elle-même, la matière de la planète. Première partie, Petróleo. Rio Napo, Amazonie. Le fleuve est large, sa couleur change au rythme du ciel. De petits agrégats de mousse jaunâtre constellent sa surface. Milo les regarde depuis la grande barque qui a quitté, il y a une demi-heure, la ville équatorienne de Coca. Le vrombissement continu du moteur a quelque chose d'anesthésiant. Milo porte un gilet de sauvetage, contrairement à la femme assise à côté de lui, qui lève les yeux de son tricot et lui dit, en espagnol, « Quand ça mousse sur le Napo, c'est qu'il a plu en amont. » Milo sourit, les deux enfants de la femme l'observent, sans rien dire. Sur la rive nord, dans la forêt, il distingue des silos, puis des torchères qui brûlent à quelques mètres de la grève. Un peu plus tard, un chantier, des pelleteuses, une antenne. Sur la rive droite, deux jeunes hommes passent en moto sur une route à peine cachée par les arbres. Sur l'eau, d'autres transports de passagers défilent, ainsi que des péniches et une barge remplie de militaires. De grands radeaux apparaissent qui convoient des conteneurs gris identiques à ceux que Milo a déjà vus à tant d'autres endroits du monde, sur les cargos de la rivière Hudson ou les camions des autoroutes d'Europe. Au bout de 3 heures de navigation, la barque accoste une jetée discrète, celle du village de Sayacocha. Une série de canoës sont arrimés au ponton. Assise dans l'un d'entre eux, une femme vêtue d'une chemise légère est en train de se frotter le corps de savon. Milo la regarde en débarquant, elle lui sourit, l'air gêné. Il baisse les yeux et gravit la pente de la rive jusqu'à l'herbe. L'homme qui l'a accueilli au port de Coca lui enlève son gilet de sauvetage et l'invite à le suivre. Ils empruntent une longue passerelle de bois qui court à travers la végétation. Des papillons tournoient, l'humidité emplit les narines de Milo et alourdit ses vêtements. Au bout de la passerelle, d'autres canoës sont alignés. Milo s'assied dans l'un d'entre eux, derrière l'homme, qui empoigne une rame et les propulse avec souplesse sur un vaste plan d'eau immobile. Dans le soleil couchant, le lagon reflète parfaitement les arbres, le ciel, les minuscules chauves-souris qui s'accrochent en colonne à un tronc étroit pointant hors de l'eau.
Sur la rive, noyée de branches, de fougères et de feuilles, Milo voit bouger un oiseau de haute stature et sort son appareil photo. Il déclenche une dizaine de fois, prend le temps de détailler les longues pattes, le ventre rose, les ailes bleues minérales, l'interminable cou blanc, les yeux liserés de rouge et le bec qui évoque un long couteau de mer. De l'autre côté du plan d'eau, ils atteignent un nouveau débarcadère en bois, celui du lodge touristique géré par la communauté de Sayacocha. La gérante, une femme d'une quarantaine d'années, accueille Milo sur le ponton et l'emmène dans la grande cabane aérée qui abrite la cuisine, la salle à manger et les bureaux. Elle lui présente brièvement le personnel, dont un jeune homme aux cheveux attachés comme ceux de Milo, mais plus longs, que le lodge emploie comme guide et qui lui dit quelques mots en anglais. La nuit tombe, Milo se rendra au centre du village demain. Après avoir installé ses affaires dans le bungalow qui lui est réservé, il revient au bord de l'eau et déjà l'obscurité l'enveloppe, à peine entamée par les lumières tamisées des cabanes derrière lui. Il tient sa lampe frontale dans la main et balaie le lagon, cherche les yeux réfléchissants des caïmans. N'en trouve pas, éteint la torche. Sa chemise colle à sa peau, son cuir chevelu gratte. Malgré les bruissements qui proviennent de la végétation et des insectes, le silence est dense. Il entend des pas derrière lui. C'est le guide polyglotte. Il se sourit. « Alors, tu vas faire un reportage sur nos problèmes, » dit le jeune homme dont l'expression est difficile à discerner dans la pénombre. « Il paraît que tu viens de New York ?»« Oui, répond Milo, j'ai étudié à New York. Mon père est de là-bas, mais j'ai grandi à Genève, en Suisse, le pays de ma mère. » Le jeune homme sourit de nouveau. « Moi aussi j'ai 2 pays, mais ils sont au même endroit, l'Équateur et la forêt. En ce moment, ils sont en guerre, ici, à Sayacocha. » C'est un singe à la fourrure ondoyante, d'un bordeaux qui tire sur le brun ou sur le rouge. Son visage forme un cœur arrondi, argenté. Ses mains sont jaunes, assorties à une sorte de barbe trop basse, comme un postiche qui aurait glissé sur son menton. Allongé dans un grand lit, sous une moustiquaire, Milo regarde l'image du Titi de Lucifer. Il a trouvé le dépliant animalier dans son bungalow tout à l'heure, en revenant de la salle à manger, où il a parlé longuement avec le guide, qui s'appelle Freddy. Maintenant, ses yeux se ferment. Quelque part au nord de cette cabane, il se peut qu'un Titi de Lucifer s'apprête à passer d'un arbre à l'autre, utilisant ce que les humains appellent un pont de canopée. À cet endroit, la branche à laquelle il peut s'accrocher s'étend jusqu'à en toucher une autre qui appartient à un autre tronc, de l'autre côté de l'étroite clairière. Étroite, mais très longue. Elle traverse la forêt sur 135 km. À quelques dizaines de mètres sous les pieds du primate, au centre de ce corridor, est enterré un tube en acier, ou plutôt une accumulation de tubes soudés l'un à l'autre. Depuis les 200 puits perforés du champ d'exploitation d'Eden Yuturi, au sud-est, qui forment un rectangle industriel de 54 km² dans la jungle, jusqu'à la station de pompage de Lago Agrio au nord-ouest, cette succession de tubes transporte chaque jour 5,5 millions de litres de bitume liquide. Milo a écouté attentivement Freddy, dont le visage calme était éclairé par une bougie. Il a pris des notes. Maintenant, il s'endort. Il ne peut pas savoir si le Titi de Lucifer, lorsqu'il redescendra jusqu'au sol, percevra dans ses jambes le grondement du flux à travers la terre.